Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour ce premier numéro du magazine M de l'année 2016. Je vous la souhaite remplie de débats intéressants et enrichissants. Et c'est ce qu'on va tenter d'ailleurs de vous offrir encore cette année dans M. Et puis voilà, on va commencer avec ce premier débat. Comment redorer l'image de Bruxelles après des semaines difficiles, une fin d'année morose qui s'est clôturée par un feu d'artifice annulé. On en parle avec vous quatre ce soir. Merci d'être là. Patrick Bonting, vous êtes directeur de Visit Brussels. Christophe Ginisti, expert en communication de crise. Bonsoir. Bénédicte Wilders de Bruxelles Invest et Export. Bonsoir. Et Olivier Willox, président de BC, Chambre de commerce et Union des entreprises de Bruxelles. Bonsoir Olivier Willox. C'est une fin d'année à oublier au plus vite, Olivier Willox. Oui, ce serait bien qu'on arrête d'en parler. on promet, ce sera peut-être la dernière fois. Enfin, en tout cas, si la campagne se met en route rapidement. Oui, non, il faut faire des choses, mais je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de se faire du mal à soi-même. Et je pense qu'à un moment donné, il faut tourner la page et se dire qu'on doit faire des choses et arrêter de raconter tout ce qui s'est passé tout le temps et de ressasser ça, je pense qu'il faut passer. Donc, ça signifie, vous avez donné une interview dans le journal Le Soir encore ce week-end. Vous n'avez pas donné de chiffres sur les pertes liées à ce Brussels lockdown et cette fin d'année difficile. Donc c'est volontaire, les chiffres vous les avez, mais ce n'est pas le moment de les donner. D'abord, je ne suis pas sûr que ce sera jamais le moment de les donner. Je pense qu'à un moment donné, il y a un temps pour tout. Il y a un temps de comprendre ce qui s'est passé. Je crois qu'il faut d'abord se donner le temps de comprendre. C'est ce qu'on essaye de faire. Et ce qu'on observe, par exemple, c'est quelque chose de relativement intéressant, c'est que, oui, il y a des acteurs, évidemment, qui ont terriblement souffert et qui continuent à avoir difficile aujourd'hui, mais il y en a aussi qui en ont bénéficié. Et donc, parfois, c'est en partie les mêmes, puisque c'est des franchises et c'est des magasins qui se retrouvent partout. Donc, c'est pas aussi simple à analyser que de dire, il y a eu une crise, ça c'est clair. Et il faut gérer la crise et il faut surtout apprendre des crises qui sont différentes d'avant. Et c'est un peu à ça qu'on essaye de s'employer tous ensemble. Alors avec vous, Patrick Bonting, on va peut-être quand même citer quelques chiffres au niveau de cette fin d'année, puisqu'on dit qu'au niveau des plaisirs d'hiver, il y a une chute de 30%. On parle d'une chute de 40% en ce qui concerne l'Horeca. Qui a le plus boudé Bruxelles en cette fin d'année? Ce sont essentiellement les touristes étrangers ou beaucoup de Belges aussi Mais je pense qu'il est déjà beaucoup trop tôt pour communiquer des chiffres parce que clairement, on n'a pas des vrais chiffres. Donc, c'est des estimations qui sont données pour l'instant et donc c'est trop tôt. Comme le disait Olivier tout à l'heure, arrêtons de communiquer des chiffres. Tout le monde donne sa petite information. On aura bientôt les chiffres réels qui seront détaillés, complets, qui seront donnés à qui veut les avoir, mais qui donnera une vision claire de la situation. Donc arrêtons cette guerre des chiffres, ça c'est déjà une première chose. Oui, clairement, il y a eu un impact au niveau de la fréquentation des plaisirs d'hiver. Oui, il y a eu un impact. Attention aussi, je rappelle que quand il y a une météo très clémente comme on a eu cette année, il y a aussi un impact sur les plaisirs d'hiver. Donc il y a différents, on ne peut pas dire tout est lié par rapport au lockdown. D'autre part, en termes de fréquentation, de réservation, moi, je dirais que je vois plutôt les signes positifs. On mesure les réservations aériennes, on mesure les réservations à long terme. On est à un retour à une situation normale. Donc, vous sentez qu'il y a une reprise là en ce moment? Il y a une reprise, oui, clairement. Les gens reviennent à Bruxelles. Il y a une fréquentation qui est là. Alors, la situation n'est pas idéale, c'est clair. Il y a des efforts à faire et c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'en tout cas nous a mandaté le gouvernement pour lancer une grande campagne qui sera lancée ce jeudi, de manière à pouvoir pas redorer le blason, parce que j'aime pas du tout cette idée de redorer. C'est pas vrai, l'image de Bruxelles n'a pas été écornée. Ce qu'il faut dire aux gens maintenant, c'est Bruxelles est une ville sûre. Alors, oui, ça paraît fou dans notre message de devoir dire ça, mais je pense qu'il n'y a pas que nous qui devons dire ça. Toutes les grandes villes européennes ont le même problème. On doit rassurer la population pour dire que les villes sont sûres. Et c'est quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de faire dans notre communication européenne, qu'on va peut-être devoir intégrer. Et oui, je pense qu'il y a des décisions qui ont été prises, qui ont eu des impacts économiques, mais qui montrent aussi que Bruxelles, quand il y a des dangers, est capable de prendre des mesures fortes pour assurer la sécurité de la population. Alors, on va revenir évidemment tout au long de cette émission plus en détail sur ce fameux plan que vous êtes chargé de mener, Visite Brussels. Christophe Ginisti, on n'est pas là évidemment pour dire si la ville de Bruxelles et Yvan Mayer notamment ont eu raison ou non d'annuler le feu d'artifice. De toute façon, on n'a pas les éléments pour juger. Par contre, au niveau de la communication, est-ce que ça s'est bien passé ou est-ce qu'il y a eu des couacs de communication sur cet élément-là, principalement sur l'annulation? Au début, on voulait le maintenir, puis il y a eu beaucoup d'hésitations et puis en dernière minute, on l'annule. Alors, ce qu'il faut comprendre dans une situation de crise comme celle-ci, c'est que vous avez un conflit entre, d'un côté, des informations qui sont données par la puissance publique et de l'autre côté, des émotions qui sont ressenties par la population.
La pire des choses à faire dans ces moments-là, c'est d'hésiter. Parce que les hésitations, quelles qu'elles soient, quel que soit le temps qu'elles durent, eh bien, amplifient la charge émotionnelle dans le public. C'est-à-dire que finalement, le public qui n'a pas toutes les informations, et on comprend pourquoi le public n'a pas toutes les informations, eh bien, il va prendre cette hésitation, ces tergiversations, ces allers-retours, ces questionnements de l'autorité qui se questionnent publiquement, comme finalement presque de l'incompétence, c'est comme quelque chose qui va recharger leur émotion. Donc, Yvan Mayer a en gros mal communiqué, selon vous. En fait, je pense que la phase qui a été la phase d'attente, la phase qui consiste à dire, écoutez, je ne sais pas, on va voir, on va prendre une décision, la décision sera prise demain. Cette phase-là est infiniment anxiogène en termes de communication de crise, parce que quand vous gérez une phase de cette manière-là, eh bien, vous dites, finalement, vous envoyez un message aux gens qui est le suivant, c'est « je ne sais pas ». Et « je ne sais pas » est quelque chose que le public ne peut pas entendre dans des situations comme ça. À la limite, ce qui aurait été beaucoup plus compris, perçu par le grand public, c'est tout simplement... Oui, évidemment, nous allons annuler ce feu d'artifice parce que la période ne s'y prête pas. Olivier Willux, vous n'aviez pas l'air tout à fait d'accord quand on parle de la communication de la ville. Il y a eu plein d'éléments périphériques, notamment l'histoire avec le panneau, avec là, la panneau, trappe. On va rappeler en quelques mots. Donc, on s'est rendu compte que des personnes avaient eu accès assez rapidement à ce panneau à la place de Bruckère, le fameux panneau. Oui, et qu'il y avait un truc qui n'était pas fermé et que donc on pouvait accéder. Donc, à un moment donné, dans l'ensemble, c'était pas nécessaire et ça a fait un peu cacophonie, en tout cas de l'extérieur, et notamment dans les médias étrangers, on n'a pas compris que... et tout s'est mélangé en termes de communication, alors que le panneau, c'était évidemment... ils avaient introduit un virus sur un panneau publicitaire, ce qui n'était pas forcément le même type de danger, mais tout s'est rajouté en termes de com. Franchement, c'était pas nécessaire de raconter toute cette histoire-là par le déballage avec les caméras qui ont suivi dans l'escalier pour voir comment on pouvait... Enfin, à un moment donné... Donc là, quelque part, vous pointez aussi la responsabilité des médias qui... Non, le point de la responsabilité. Mais à un moment donné, quand on est dans une situation d'émotion, je pense que ça a été relativement bien décrit, il ne faut pas rajouter de l'anecdote pour de l'anecdote et parce que vous créez effectivement un sentiment qui n'a pas forcément lieu d'être et ça n'avait rien à rajouter. C'est-à-dire que quand le public est en situation d'émotion, très grande émotion, d'anxiété, il faut savoir gérer le temps et raccourcir le temps. Il faut que le temps soit le plus court possible. Le temps de la décision, le temps de la prise de parole, le temps de l'action. Et vous ne pouvez pas laisser le public dans une situation émotionnelle qui est presque en suspension comme ça, pendant laquelle eh bien, tous les fantasmes vont être assumés par le public parce qu'il va se dire, comme on ne me dit pas, il doit y avoir quelque chose que l'on me cache. Et ce que l'on me cache est dangereux, est anxiogène. Ok, alors un mot, Bénédicte Wilders, vous représentez Bruxelles Invest Export, où vous avez des attachés commerciaux qui sont présents un peu partout dans le monde, qui étaient justement de retour à Bruxelles durant le mois de décembre, après toute cette période de Bruxelles lockdown. Qu'est-ce qu'ils vous rapportent comme impression qu'ils ont là-bas de l'étranger, la manière dont on parle de Bruxelles ? De manière générale, l'impression n'est peut-être pas aussi négative que celle qu'on a pu avoir en Belgique, hormis dans quelques pays où le lien a été clairement fait, établi par la presse, notamment entre les attentats de Paris et une certaine connexion à Bruxelles. Ce n'est pas vraiment Bruxelles et la Belgique qui ont été pointés du doigt. C'est en tout cas ce qu'ils nous ont rapporté lors de leur retour collectif début décembre à Bruxelles. Ils avaient pu, entre-temps, apporter leur témoignage dans le cadre de l'enquête faite par les affaires étrangères qui veillaient à sortir, si je puis dire, un argumentaire à pouvoir utiliser dans les différents pays, donc argumentaire des affaires étrangères qui est également utilisé par notre réseau. Et donc, ils n'étaient pas aussi alarmistes. Depuis, évidemment, d'autres choses se sont passées. Il y a eu les fêtes de fin d'année. Il y a eu d'autres actions qui ont dû être entreprises ici à Bruxelles. Nous venons d'en parler. Et nous sommes occupés à refaire un tour de table, si je puis dire, du réseau, donc de nos 35 attachés aux 4 coins du monde, pour voir si la situation, si la perception a évolué. Néanmoins, je pense qu'on est quand même dans un domaine d'export ou d'invest qui, hormis
le tourisme et l'ORECA, qui est aussi de l'export quand il s'adresse évidemment à des touristes étrangers, hormis ces mécanismes d'export-là, nous sommes dans un contexte qui est probablement moins émotionnel. Les affaires se reposent sur des relations stables, qu'il s'agisse d'export ou sur des relations ou des stratégies de longue haleine quand il s'agit de venir investir à Bruxelles. Ça n'a pas vraiment d'impact sur ces stratégies-là. Pas encore pour le moment. Et d'ailleurs, en matière d'invest, 2015 a été une excellente année en ce qui concerne le nombre d'entreprises étrangères qui se sont établies à Bruxelles avec l'accompagnement de Bruxelles Invest et Export. Nous en reparlerons peut-être. Donc, voilà, ça n'a pas été catastrophique. Le retour des attachés a aussi permis, et là, c'est peut-être déjà plus pour parler de demain, de rencontrer Visit Brussels. Mais venons-en justement à ce plan d'action qu'on va mettre en œuvre, que vous, Visit Brussels, allez mettre en œuvre sur demande de la région bruxelloise. Et donc, vous dites que c'est lancé jeudi. Qu'est-ce qui va se passer jeudi exactement ? Déjà, je dirais qu'il va y avoir une grande campagne qui va être lancée à partir de jeudi, mais on est déjà occupé, je dirais, depuis le 13 novembre, parce que dès le 14 novembre, directement après les attentats de Paris, dès qu'on a vu des annulations arriver, parce qu'il y a eu une première vague d'annulations qui ont lieu directement après les attentats de Paris, parce qu'on est voisins, donc pour beaucoup, Paris et Bruxelles, c'est pas si loin que ça. Donc nous avons commencé à communiquer. On a d'abord rassuré, informé, un peu dans une situation de crise. Avant tout, notre objectif premier était d'informer les gens de la situation. On était en contact avec les deux organismes wallons et flamands du tourisme aussi, pour relayer sur l'ensemble de la Belgique, parce qu'il y avait une situation sur l'ensemble de la Belgique qui était critique à ce moment-là, pas uniquement sur Bruxelles. On était en contact également avec Paris pour essayer de parler tous d'une même voix et d'informer au mieux par rapport à la situation. Puis on a eu la fameuse phase du lockdown, où là on a commencé à un moment essayer de dédramatiser la situation, parce qu'il fallait quand même aussi voir l'image qu'on donnait d'une situation très dramatique. Il fallait quand même, parce que étant ici à Bruxelles, on n'a pas vraiment vécu. On n'a pas vécu de la même façon ici que de loin. Voilà, ce qu'on donnait sur CNN ne correspondait pas vraiment à la réalité. Et c'est vrai que pour les avoir rencontrés, c'était un peu effrayant le discours qu'on avait des journalistes de CNN et d'ABC quand on les voyait hors caméra, qui disaient il y a quand même quelque chose de bizarre. Quand on va à Molenbeek, ils s'attendaient à trouver une cité française. On ne va pas refaire évidemment tout l'historique de la période des perquisitions, parce que c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé. Allons de l'avant. Qu'est-ce qui va se passer à partir de jeudi? Je ne vais pas dévoiler, parce que la campagne va être dévoilée. Mais l'idée, c'est clairement ça, c'est qu'on veut, pendant une période assez courte, faire une grande campagne qui aura des retombées au niveau international. Et l'objectif est de dire que Bruxelles est une ville sûre, que la vie est tout à fait normale à Bruxelles et que tout se passe bien finalement, parce que c'est ça qu'on veut communiquer. Et après cette campagne-là, on veut revenir très rapidement à une communication normale, parce que le plus important après une crise, c'est de revenir à un mode de communication normal. Donc c'est important, c'est maintenant justement de se faire oublier. Vous attendez ce genre, d'abord ce genre de campagne et puis ce genre d'action de Visit Brussels au niveau des entreprises. Il paraît que j'ai la réputation de râler de temps en temps, mais allez-y, vous avez. Mais ici, je dois saluer la vitesse d'exécution. Je veux dire, on n'a pas attendu des mois et effectivement, on était sur le plan de la communication, que ce soit avec les chats ou autre chose, avec une vitesse d'exécution assez remarquable. Je dois saluer ça. La question, c'est peut-être aussi vis-à-vis des médias, c'est clair que, et des forces de l'ordre. La question à un moment donné, c'est quelles sont les images qu'on laisse passer. Alors, c'est clair que quand vous avez des sirènes qui tournent pendant 3h30, souvent parfois pour rien, parce que l'intervention est déjà terminée, c'est clair que vous incitez à montrer des gyrophares dans la nuit, et ça passe effectivement sur CNBC, CNN et dans le monde entier, comme s'il y avait plein de choses. Et en fait, on est rentré chez quelqu'un, qu'on a relâché 1h30 plus tard. Ça, c'est en fait tout ce qui s'est passé de ce qu'on a filmé en direct. Et avec, ça peut être la RTBF d'ailleurs, qui font des émissions spéciales avec pas de contenu. Je veux dire, on sent donc bien qu'on est invité. Les médias sont trop focalisés. Non, on est invité à faire du remplissage. Je veux dire, parce qu'on a décidé de faire une émission spéciale et qu'il n'y a rien à dire, et donc on vient tous faire du remplissage. Et ça, à un moment donné, il faut arrêter de chercher à se faire mal pour se faire mal. Et je pense que rappeler les choses objectivement, notamment sur les chiffres de la criminalité, parce qu'en fait, c'est ça qui fait peur. On est à moins 40% si on regarde les chiffres d'il y a 5 ans par rapport à aujourd'hui. En plus, décembre a été un chiffre en termes de criminalité extraordinairement remarquable. Je veux dire, on n'a jamais eu une criminalité aussi basse. Tous ces policiers, tous ces militaires en rue. Je veux dire merci. Et donc, je pense qu'il faut effectivement rassurer sur dire qu'en termes de criminalité, Bruxelles est parmi les villes les plus sûres du monde. Et c'est vrai que c'est là-dessus, à un moment donné, pas forcément dans les médias qu'il faut le dire,
Donc ce que je fais ici n'est pas forcément utile, en tout cas à l'étranger, mais ne fût-ce qu'être convaincu de nous-mêmes qu'aujourd'hui, les expériences négatives que peut avoir d'aucuns sont aujourd'hui, en tout cas, fortement réduites. Oui. Et ça, c'est vraiment les messages sur lesquels il faut, entre voilà. Bruxellois, en tout cas, être confond. On est toujours dans l'émotionnel que vous disiez, mais je vais vous laisser réagir par rapport aux médias qui faisaient des émissions spéciales, peut-être pour ne rien dire. Je voyais que vous réagissez. Non, vous ne pouvez pas dire ça, parce qu'en fait, ce qui se passe, la différence entre la situation de Paris, par exemple, et la situation de Bruxelles, c'est qu'à Paris, il s'est passé des attentats, à Bruxelles, il ne s'est rien passé. Et en fait, ce qui s'est passé à Bruxelles, c'est que les pouvoirs publics ont décrété qu'il y avait lieu de traiter une menace, la menace que l'on ne connaît pas, que l'on imagine, que l'on fantasme éventuellement. Et donc l'événement n'est pas un acte terroriste à Bruxelles. L'événement, c'est finalement l'élévation d'une peur ou d'une menace, d'un risque majeur. Et c'est tout à fait différent en termes de communication de crise. D'un côté, quand vous avez une crise, vous gérez la crise parce qu'il s'est passé quelque chose et tout le monde se retrouve autour de cette crise, ce qui s'est passé d'ailleurs à Paris, mais autour d'une menace. Personne ne se retrouve autour d'une menace. Au contraire, la menace a un effet totalement contre-productif. Donc ça laisse libre à tous les fantasmes. Exactement. Et la menace divise. Parce que la menace, par nature, divise. Parce que comme on ne la connaît pas, on l'imagine. Et comme on l'imagine, eh bien, on peut l'imaginer chez le voisin, dans un quartier, dans une ville, etc. Et on peut imaginer que telle sirène est en train de mener un acte terroriste, alors que si ça se trouve, ils sont pressés de rentrer au bureau. Donc, non, enfin, bref. Il y a cette charge émotionnelle qu'il est impératif de pouvoir comprendre, parce que le public n'a pas des informations dans une telle situation. Il n'a pas l'information. Et comme il n'a pas l'information, on lui laisse imaginer cette information. Et cette information-là, eh bien, quand on vous laisse imaginer, en fonction de la culture, en fonction de votre familiarité à l'information, en fonction des médias que vous consultez, eh bien, vous devez avoir quelque chose. Alors là où je ne suis pas d'accord avec le traitement médiatique, c'est que cette menace, c'est un fait, malgré tout. Et que les médias sont obligés de la traiter. Donc on ne peut pas taire certaines informations, évidemment. Alors, on va parler des moyens qui vont être alloués à cette campagne. Donc, il y a d'un côté la région, il y a la ville de Bruxelles. Le gros point d'interrogation, pour l'instant, c'est le fédéral. Le fédéral l'a annoncé. On a interviewé Willy Borsu, c'était hier, ministre des classes moyennes. Voilà ce qu'il nous répond. Les Belges, eux, plutôt que venir à Bruxelles pendant les vacances de Noël, sont apparemment plus allés à la côte ou dans les Ardennes. Alors est-ce que là, il n'y a pas quelque chose qui doit être fait par le fédéral pour sa capitale ? Écoutez, j'ai observé effectivement et j'ai eu plusieurs témoignages qui allaient dans le même sens. Effectivement, on a observé, notamment dans les régions des Ardennes où je me trouvais, probablement plus de fréquentation qu'en d'autres temps, mais il y avait d'autres paramètres probablement qui intervenaient dans le choix des personnes, les conditions météo et d'autres éléments encore. Donc je pense qu'il y a certainement des efforts à faire en termes de promotion de la capitale. Vous le savez, le vice-premier ministre a été présent à plusieurs reprises sur les chaînes étrangères pour aussi recadrer un certain nombre d'informations. Il y a probablement des actions de promotion à mener au départ de la région bruxelloise. Nous sommes en tout cas ouverts à la réflexion parce que notre but est de soutenir l'activité, bien sûr, et de continuer à pouvoir bien soutenir ce rôle essentiel que joue notre capitale. Voilà, le fédéral ouvert à la réflexion, il ne donne pas de chiffres, Patrick Bunting, pour Visit Brussels. Vous savez combien vous allez recevoir et de qui? Donc la région bruxelloise, en tout cas, donne un budget. Quel est-il? Donc on parle de plusieurs centaines de millions d'euros qui sont en cours de négociation et qui feront l'objet d'un accord du gouvernement de ce jeudi. Donc attendons l'accord du gouvernement, mais on sait déjà que les montants... Centaines de milliers. Centaines de milliers d'euros. Oui, on a entendu millions. Ah, pardon, excusez-moi. Je suis pas au courant. Merci Olivier. C'est génial. Centaines de milliers d'euros qui seront débloqués par la région de manière à pouvoir soutenir notre campagne. Au niveau du fédéral, à l'heure actuelle, on n'a pas eu de signal dans le sens, mais si bien sûr on peut augmenter les budgets, c'est intéressant parce qu'après, effectivement, on va devoir continuer à soutenir nos efforts. Maintenant, moi, je suis beaucoup plus inquiet. C'est pas tellement au niveau de l'international. Moi, je suis très inquiet. C'est au niveau de l'image en Flandre et en Wallonie de Bruxelles. Parce que je pense qu'il faut réconcilier le Belge avec sa capitale. Et quand je vois le nombre d'annulations qu'on a des écoles néerlandophones, des écoles francophones en Wallonie qui ne viennent pas à Bruxelles. Et ça se poursuit encore pour le moment. Et ça se poursuit. Et je pense qu'il y a une responsabilité de tous, des professeurs, des pouvoirs organisateurs. Il faut réconcilier
l'ensemble de la Belgique avec sa capitale. Et c'est là que doit venir l'exemple, aussi des Bruxellois, parce que si on n'est pas fiers, nous, de notre capitale, si en tant que Belges, on n'est pas fiers de cette capitale, comment demain aller vendre Bruxelles à l'international? On est tous des ambassadeurs. Et ça, je pense que le rôle, quand on voit comme les Français peuvent avoir une autodéfense par rapport aux événements, nous l'avons pas. Oui. Nous, on a des critiques. Et ça, je pense que demain, ça peut changer, et ça peut changer aussi l'image de Bruxelles. Alors, Olivier Willox, justement, donc sur le fédéral, effectivement, qui se dit prêt à aider Bruxelles, pour l'instant, rien de concret. Est-ce que ça montre une sorte de désamour de l'État fédéral pour sa capitale? Sauf si j'ai mal lu. Je pense que le Premier ministre a annoncé qu'il comptait faire un tour du monde pour expliquer et comprendre un peu mieux, expliquer ce qui se passe. On ne sait pas combien d'argent ils vont mettre sur la table. Non, mais ils ont confié ça, ils ont demandé à un groupe d'experts de faire une série de recommandations en disant on ne va pas donner dans la précipitation. Je pense que la présence du Premier ministre sur les marchés étrangers, et notamment parce qu'il s'est mis beaucoup en avant dans la situation de la crise, et je ne fais pas un jugement de valeur, je dis c'est un fait, et que la même personne puisse aller dire aujourd'hui, je peux vous dire que nous avons la situation en main, nous l'avons gérée, nous n'avons pas eu d'incident malgré les menaces, etc. Je pense que c'est l'image la plus forte qu'on puisse avoir à l'étranger. Et c'est très bien, mais je pense que la question aujourd'hui, pour relativiser un peu, changer une perception d'une image mondiale, vous me croyez ou vous ne me croyez pas, mais ce n'est pas avec un budget même d'1 million d'euros qu'on est capable d'y arriver. C'est bien de le faire, hein, comprenons-nous bien, je ne dis pas le contraire, mais ça ne suffit pas. Et c'est quelque chose sur la durée, sur la constance du message et sur la crédibilité de celui qui le fait passer. D'accord? Donc, c'est très bien de faire des chats, et il fallait faire les chats, il fallait tourner à dérision, parce qu'on a cette image-là. Mais il faut être dans la constance. Et donc, je pense qu'à un moment donné, ça sera expliqué, réexpliqué aux Américains que l'Europe n'est pas plus dangereuse que l'Indonésie aujourd'hui pour des Américains, enfin, je compare avec la Chine, et qu'on est dans une situation de compréhension, et que les États-Unis aujourd'hui, pour un citoyen américain, est probablement plus dangereux. Rappelez juste quand même qu'aux États-Unis, il y a 30 000 blessés morts par arme à feu par an. Je vais laisser réagir Bénédicte Wilders à ce propos. Est-ce que vous attendez aussi ce genre de visite de Charles Michel dans les pays étrangers? En tout cas, il est clair qu'une fois la stratégie de communication établie et nourrie par Visit Brussels, notre réseau et l'ensemble de nos actions, qu'il s'agisse de notre plan d'action à l'invest ou à l'export tourné vers l'étranger, peuvent être un soutien idéal, je pense, pour la relayer. Je crois que nous pouvons, encore plus que ce qu'on a déjà fait, mettre un volet dans chacune de nos actions qui promeut donc ces attachés cette commerçants image-là. vont avoir une sorte de mission comme ça, de Oui, vendre positivement. Ils ont déjà pu rencontrer Visit Brussels au cours de décembre, Patrick Bunting a pu expliquer la stratégie. Nous travaillons déjà notamment au tourisme avec Visit Brussels. Nous avons des actions touristiques prévues à notre plan d'action. Nous pouvons évidemment, comme chaque année, moduler ce plan d'action en fonction des besoins et des demandes de l'actualité. Je pense que nous le ferons. Et nous pouvons, comme je le disais, intégrer à chacune de nos actions un volet plus image qui est un des éléments de l'argumentaire, si je puis dire, que nous utilisons pour promouvoir nos entreprises ou pour en attirer à Bruxelles. Et quant à une tournée, si je puis dire, un roadshow du Premier ministre, je pense qu'un organe qui existe, qui est une cellule de liaison qui rassemble à la fois des services publics du fédéral, économie, finances, affaires étrangères et les 3 régions, et peut-être un organe qui va être capital pour déterminer comment les régions, et particulièrement Bruxelles, donc par notre truchement notamment, pourront participer à ces visites et mettre à chaque fois précisément le focus, si je puis dire, sur les atouts de Bruxelles, notamment en matière de sécurité et en matière d'image. Alors, un mot encore de ce que compte faire la ville de Bruxelles. Christophe Ginestri, vous en avez aussi entendu parler, donc Yvan Mayer qui a l'intention d'organiser une soirée. Ça se fait en dehors de Visit Brussels. Ça se fait en collaboration avec nous. Oui. Hein. Tout ce qui est fait avec la ville, la région, donc, on travaille en collaboration, bien sûr. Ouais. Et donc, en fait, vous n'êtes pas convaincu non plus par la communication d'Yvan Mayer, notamment autour de cette soirée. Donc, si je retrouve le slogan, donc c'est aimer Bruxelles, love this town, Bruxelles est une ville à aimer. Vous n'êtes pas convaincu par ce slogan? En fait, c'est pas tellement le slogan, parce que le slogan est un détail. Ce que je voudrais dire, et ça va aussi
c'est aussi valable pour ce que disait Patrick tout à l'heure, c'est qu'il faut faire très attention dans une telle situation à ne pas aller trop vite et trop fort. Je m'explique. On est toujours en situation de crise. On est toujours en situation où les esprits sont obnubilés par cette période et cette séquence n'appartient pas au passé. Elle est toujours actuelle, même s'il y a des niveaux d'alerte qui ont été abaissés, mais c'est tout frais, c'est tout récent dans l'esprit des gens. Et dans l'esprit des Bruxellois, ça accapare encore beaucoup de conversations. Le fait de communiquer et de surcommuniquer... Donc il va y avoir une soirée, pour être précis. Oui, donc, il va y avoir une soirée, il va y avoir une campagne qui est lancée jeudi. C'est trop tôt pour faire ça? Je pense que c'est un peu tôt. Et je pense en tout cas, même si c'est peut-être pas trop tôt, mais qu'il faudrait garder des cartouches pour le long terme. Parce que c'est une communication forte, immédiate, rapide, maintenant, risque d'être prise par le public comme une espèce de contournement. C'est-à-dire qu'en fait, on ne traite pas le problème, on fait comme si le problème était réglé ou comme si le problème n'existait pas, et on communique de manière extrêmement positive. Les gens sont très sceptiques par rapport à ce type de communication, il faut le savoir. Alors ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une bonne idée d'avoir un peu de méthode Coué, d'avoir un peu de positif, mais soyons très prudents. Plus vous appuyez sur un point positif et plus vous essayez de faire des incantations très positives en disant il n'y a pas de problème, tout se passe bien, etc., et plus la communication va être mise à mal parce que les gens ne comprendront pas qu'une telle prise de parole puisse arriver si peu de temps après cette période. Ça confirme ce que vous pensez, Olivier Willox, donc pas trop en parler. Mais je pense qu'il faut tourner la page. La question, c'est que des crises comme celle qu'on a vécue 2 fois maintenant, on pourrait bien en avoir encore. Hein. Je veux dire, et la question par rapport à la méthode Coué, c'est que vous déstabilisez complètement. Si je vous dis, vous êtes malade, vous risquez de mourir, et puis tous les 3 semaines, je vous redis la même chose, à un moment donné, vous vous mettez à nourrir des angoisses plus que si je vous dis, bah, écoute, ça va durer 6 mois ton traitement. Et donc, et à un moment donné, je pense qu'on est confronté à un nouveau type de criminalité ou de terrorisme, je ne sais pas ce qu'il faut utiliser comme mot, et notamment par des effets d'annonce. Et donc, à un moment donné, il faut se préparer à ça dans la gestion de la communication et pas surajouter à chaque événement pour dire on est sorti, c'est fini, et puis on va recommencer. Parce que ça, à un moment donné, vous allez perdre en crédibilité. Ça, c'est le danger d'une communication excessive trop rapidement en sortie de crise, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Ouais. Je vous laisse à la conclusion, une réponse à ça, et puis après, on va clôturer. Oui, je pense avant tout, et l'objectif de la communication, c'est de dire une situation réelle. C'est-à-dire quoi? Est-ce que c'est dangereux ou pas de venir à Bruxelles? Non, ce n'est pas dangereux. Et c'est ça qu'on veut communiquer. Surtout par contre, il faut que dans toutes nos grandes villes européennes, on s'habitue à le dire. Parce que c'est quelque chose qu'on ne faisait pas par le passé, et maintenant, il y a eu les médias qui ont été présents suite aux événements qui ont eu lieu aussi dans d'autres villes, parce qu'il y a eu Munich, il y a Berlin maintenant, il y a différentes villes qui ont été ciblées, et clairement, on doit s'habituer à dire que nos villes sont sûres et que nos autorités font nécessaire pour sécuriser nos villes. Et ça, c'est quelque chose qui va changer sur le long terme dans toute la communication de tous les offices de tourisme, de toutes les grandes villes européennes. C'est un discours qui va arriver. Et ça, on doit s'y habituer. Et je pense que, malheureusement, oui, ça fait partie du discours d'autres grandes destinations touristiques qui ont eu l'habitude de devoir parler de la sécurité. On doit s'y habituer aussi. Alors, oui, ça sera récurrent. Oui, je suis d'accord, il faut communiquer pas trop vite, et c'est pour ça que la communication qu'on a décidé de lancer, c'est vraiment par rapport à la situation, dire des faits, pas de faire une grande campagne de promotion, Bruxelles est très belle, etc. C'est pas l'objectif. Ici, on est dans le concret, on veut rassurer, et après, le plus rapidement possible, quand le niveau sera redescendu, que les gens auront sorti ça de leur tête, on va revenir à une communication normale. Okay. La priorité pour nous, c'est pouvoir revenir à une communication normale. Voilà, et on découvrira donc jeudi le lancement de cette campagne. Merci madame, merci messieurs d'avoir été mes invités. Ce soir, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de M et on commémore malheureusement aussi encore un drame, les tueries de Charlie Hebdo à Paris. C'était il y a 1 an, le 7 janvier. Passez une très belle soirée, à demain.